Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Je suis presque honorée parce que, passant en même temps qu'Alexandre Boutin, je me suis dit, ouais, il n'y aura personne. Bon, d'ailleurs, limite hier, je me disais, bon, au moins c'est moins stressant. Vous êtes quand même nombreux, donc merci d'être là. Merci d'avoir choisi d'assister à cette conférence. Le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est écrire de bonnes user stories, apprendre à les découper. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu simpliste, c'est un peu les bases. Et au final, quand je vois le nombre que vous êtes aujourd'hui, je me dis, mine de rien, repartir sur de bonnes bases, c'est toujours un petit peu nécessaire. Donc merci d'être là. Je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Gladys, j'ai 8 ans d'expérience en tant que product owner. Je travaillais dans des structures un petit peu différentes, de la start-up, où j'ai commencé ma carrière, à la PME, le grand groupe, et je travaille actuellement donc, pour Apollo. Ça se voit un petit peu, qui est une ESN, qui a une agence à Lyon, à Grenoble et quelques personnes aussi sur Paris. Donc voilà, chez Apollo, j'ai également monté une communauté fonctionnelle, communauté agile, qui s'appelle les Apologistes. Et voilà, chaque année, on organise un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines, pareil, une petite soirée de conférence sur Lyon, pas encore sur Grenoble, mais bientôt. J'enseigne également la gestion de projet agile en école de commerce et en école d'ingénieur. Et puis voilà, je donne aussi quelques formations. Alors déjà, moi aussi, ça m'intéresse de savoir qui vous êtes. Qui parmi vous écrit des user stories? Ok. Et pourtant, vous êtes là. Est-ce que vous êtes product owner, business analyst? Ouais. C'est pour ça que vous écrivez des user stories, du coup ça semble à peu près logique. Ok, du coup, moi ce que je vous propose c'est de repartir sur des bases, parce que je ne sais pas vous, mais c'est vrai que product owner, business analyst, c'est des métiers qui ont émergé et que personnellement j'ai pas appris à l'école. J'ai même découvert le métier de product owner en me lançant dans la vie active, un petit peu par hasard, et personne ne m'a jamais vraiment formé à écrire des user stories. Juste, voilà, j'ai commencé, j'ai test and learn, jusqu'à trouver un format qui me semblait bien. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, ce serait pas mal de regarder comment on écrit vraiment une user story, comment font mes pairs. Donc je me suis un petit peu intéressée à ça, et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de reprendre un petit peu les bases. Qu'est-ce qu'une user story? Qu'est-ce qu'une mauvaise user story aussi? Donc qu'est-ce qu'une bonne user story n'est pas? Comment on peut évaluer qu'une user story est bonne? Je vous parlerai un tout petit peu des 3C et d'Invest que vous connaissez probablement. Et ensuite, je vous expliquerai comment on peut découper les user stories. Donc, reprenons un tout petit peu les bases. L'organisation du backlog, donc c'est en arborescence, comme vous avez juste derrière moi, avec un thème qui contient plusieurs fonctionnalités, qui contiennent plusieurs user stories, qui contiennent plusieurs tâches. Jusque-là, tout va bien. Le découpage des user stories est très important pour avoir un backlog qui soit émergent, que vous puissiez prioriser, que vous puissiez correctement planifier vos sprints. Et c'est aussi important de découper en amont, donc de découper aussi vos thèmes et vos fonctionnalités. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais aujourd'hui donc c'est la user story. Pour ceux qui se diraient ah oui mais même ces bases là finalement c'est quoi un thème, c'est quoi une fonctionnalité, c'est quoi une user story, quelle granularité? Alors en fait, le thème par exemple, on pourrait avoir profil de membre. Imaginons que vous avez un site internet. Voilà, profil de membre, c'est mon thème. Pour le profil de membre, vous allez avoir X fonctionnalités. Donc là, on peut s'inspirer de CRUD, donc Create, Read, Update, Delete. On pourrait dire, j'ai une fonctionnalité créer un profil, j'ai une fonctionnalité mettre à jour un profil, j'ai une fonctionnalité pour consulter le profil de quelqu'un d'autre, et une autre pour supprimer un profil. Pour la fonctionnalité créer un profil, vous pourrez avoir plusieurs user stories. Par exemple, en tant qu'utilisateur, je crée un profil de membre afin d'enregistrer mes informations personnelles. En tant qu'utilisateur, je me connecte à mon profil afin de visualiser, d'y accéder. En tant qu'utilisateur, j'ajoute une photo de profil afin d'être identifié en un coup d'œil sur la plateforme. Donc, vous voyez, une fonctionnalité doit bien correspondre à X user story. On voit très souvent des backlogs où on a une relation 1 pour 1. Souvent, c'est qu'on n'est pas du coup au bon niveau de granularité, que la fonctionnalité elle-même peut-être est trop découpée ou pas assez.
Et ensuite, voilà, pour une user story, je crée un profil de membre. On va avoir X tâches ensuite, donc ça c'est la partie des développeurs. Moi je suis pas tech du tout, mais voilà, on pourrait avoir vérifié en base de données que le login et le mot de passe ne sont pas déjà utilisés, sinon proposer à l'utilisateur de se connecter, vérifier que le mot de passe saisi correspond bien aux critères de sécurité qui ont été définis dans les règles de gestion, etc. Voilà, juste un petit rappel des bases, ça fait jamais de mal. Qu'est-ce qu'une user story? Donc c'est une brève fonctionnalité écrite du point de vue d'un utilisateur. Donc je reprends un petit peu les mots-clés formulés différemment. Ça doit être court, le titre doit être court. C'est pas une spécification technique, donc il ne faut pas commencer à faire un peu une liste de règles qu'on donne aux développeurs en disant voilà exactement ce que tu dois faire et comme ci, comme ça. Personnellement, je risque pas de le faire, je ne suis pas technique, donc je peux pas dire aux développeurs ce qu'ils doivent faire. Et c'est d'ailleurs pas plus mal. Et surtout, comme je l'ai écrit, c'est écrit du point de vue d'un utilisateur. Donc, si vous n'avez pas d'utilisateur, c'est possible. Peut-être que le format user story n'est pas le bon. C'est pas forcément le format user story qu'on doit utiliser pour faire des spécifications fonctionnelles. D'ailleurs, dans le Scrum Guide, il est écrit nulle part qu'on doit écrire des user stories. Alors, qu'est-ce qu'une user story? Donc, comme je disais, voilà, il faut avoir des utilisateurs. Vous pouvez utiliser vos personas. Je ne sais pas si vous le faites dans le quotidien, définir des personas. C'est un peu des stéréotypes de vos utilisateurs. Alors parfois on me dit « Ah oui, mais moi j'ai qu'un seul utilisateur ». Non, c'est pas possible. Déjà, vous avez forcément minimum 2 utilisateurs. La partie voilà, client, utilisateur, et la partie technique ou back-office. Donc toujours se poser un petit peu ces questions. Et ensuite, on se rend compte quand on creuse qu'on peut avoir énormément de personas. Ensuite, vos personas, c'est pas seulement vos clients, c'est vos utilisateurs, vos parties prenantes. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur un logiciel de gestion pour les garages automobiles. C'est beaucoup plus glamour que ça en a l'air. Et du coup, j'avais vraiment des tonnes de personas. Donc j'avais par exemple au sein du garage, mes clients, le gérant, la secrétaire, le réceptionnaire, la personne qui gère les stocks, le vendeur de voitures. En fait, il y a énormément de personnes dans un garage. Mais j'avais aussi en interne à mon entreprise le formateur, l'installateur, le commercial, le hotliner et même mes chefs, qui eux aussi avaient des attentes avec ce logiciel. Voilà, donc juste pour vous dire, pareil, rien que sur la partie persona, on peut creuser pendant des heures. Du coup, il y a 3 parties dans une user story: le titre, la description et les critères d'acceptation. Donc le titre, généralement, vous connaissez plutôt bien. Encore que, est-ce que vous l'utilisez correctement, ça reste à voir. Après cette conférence, normalement, oui. Donc, en tant que votre persona, votre utilisateur, je veux le besoin de l'utilisateur afin de son objectif. Si jamais vous posez la question, la fonctionnelle se cache bien derrière le besoin. Elle ne se cache pas derrière l'objectif. Donc voilà, comme je vous disais, on part déjà du persona et on se demande, voilà, que veut mon utilisateur? On fait des entretiens utilisateurs. Pourquoi pas? Faut pas hésiter à le faire. On reste pas dans son bureau, on va appeler en fait nos clients, on fait du discovery, on leur demande qu'est-ce qu'ils attendent de notre produit ou qu'est-ce qu'ils pensent du produit actuel, comment on peut le faire évoluer. Product owner, c'est un métier de contact. Le titre, donc on peut avoir tendance à se dire je raisonne fonctionnalité, donc quelles fonctionnalités doivent être dans mon produit? C'est un peu compliqué de faire comme ça, et puis surtout ça nous freine au niveau imagination. Il faut plutôt se demander, maintenant que je connais mes utilisateurs, mes personas, de quoi ont-ils besoin? Quelles sont leurs attentes? Et comment derrière je vais pouvoir imaginer une fonctionnalité qui répond à ce besoin? Et vraiment partir du besoin utilisateur. C'est finalement un métier qui est tourné vers le métier, justement, product owner. C'est pas un métier technique. Sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Et l'objectif. Donc l'objectif c'est très important. Pareil, j'ai tendance à avoir des user stories en tant que je veux. Mais je veux pourquoi? Et pourquoi l'objectif il est important? L'objectif il est important pour s'assurer que la fonctionnalité elle va pas être développée comme ça pour se faire plaisir, parce que nous on pense que ce sera sympa. Mais parce qu'elle répond bien à un objectif et qu'elle apporte de la valeur. Et quand vous êtes product owner, je vous rappelle la définition de product owner, vous êtes maximiseur de valeur. C'est votre responsabilité que le produit que vous développez ait de la valeur.
Donc, très important de réfléchir à l'objectif et de s'assurer qu'il y en a un. Donc, je vous donne un exemple. En tant que client d'une boutique en ligne, bon, je n'ai pas trop travaillé Persona, je veux voir les produits disponibles dans ma taille afin de gagner du temps. Et je vous montre la user story que vous n'auriez pas dû écrire, et que peut-être certains d'entre vous auraient écrit, et que peut-être au début de ma carrière j'aurais écrit d'ailleurs. Donc on n'écrit pas, en tant que client d'une boutique en ligne, je veux filtrer les produits dans ma taille afin de ne voir que les produits disponibles. C'est quoi le problème du coup avec cette user story là? Le problème c'est que au niveau de mon besoin, je fais une spécification technique et qu'au final ce qui est vraiment le besoin de l'utilisateur, je le mets comme objectif. La différence avec la deuxième où je dis je veux voir seulement les produits dans ma taille afin de gagner du temps, c'est que déjà je laisse la liberté à la personne qui va développer ma user story de faire des propositions et d'être innovant. C'est-à-dire que dans mon premier cas, le développeur, qu'est-ce qu'il va faire en lisant mon titre? Il va mettre en place des filtres. Et puis si on clique sur M, on voit que les produits qui sont en M. Si on clique sur L, on voit que les produits qui sont en L. Classique. C'est probablement d'ailleurs ce qu'il fera en lisant votre deuxième user story. Mais peut-être qu'en lisant la deuxième version, il va y avoir une innovation qui va naître. Je ne sais pas si vous faites du shopping en ligne. Moi, c'est un peu mon cas coupable. Et du coup, sur certains sites, comme par exemple Zalando, vous avez un truc qui s'appelle guide détail. Et donc là, au lieu de filtrer bêtement ML, même si c'est une fonctionnalité qui est classique, donc disponible, je peux dire mes mensurations, dans telle marque, voilà comment je taille, et ils vont me conseiller la taille en fonction des retours des produits. C'est-à-dire si vous renvoyez un produit qui ne vous va pas en précisant il est trop petit, ils vont tenir compte de ça, ils vont se dire le produit taille petit, et puis moi, ils vont me proposer du coup la taille au-dessus. Donc là, on est dans l'innovation. Là, on répond vraiment aux besoins de l'utilisateur. Et finalement, moi, en tant que cliente d'un site internet, je ne veux pas vraiment filtrer les produits par taille. Ce que je veux, c'est voir les produits qui sont disponibles, parce que derrière, je veux gagner du temps et je ne veux pas être frustrée en voyant un produit, il me plaît bien, et mince, en fait, il n'y a plus ma taille. Donc voilà. La description. Alors la description, il y en a qui ne la font pas. Ça peut être OK. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que derrière, je m'en resserre dans la documentation générale que je peux partager à mes clients notamment. Donc dedans, je vais expliquer pourquoi en fait cette user story. Donc je vais donner du contexte. Je trouve que c'est important aussi, ça permet de faire monter les développeurs en compétences, en connaissances métiers. Donc dire voilà, 85% de nos utilisateurs consultent notre application sur mobile. Je donne un peu des chiffres comme ça pour expliquer. Moi-même, ça me permet de m'assurer aussi que, comme je disais, je me fais pas juste plaisir et je viens apporter de la valeur. Dans la description, je peux aussi mettre les règles de gestion. Alors je dis je peux, parce que c'est pas obligé. Pareil, on peut se dire que les critères d'acceptance suffisent à décrire les règles de gestion. Moi personnellement, pareil, j'aime bien mettre les règles de gestion. J'ai remarqué que selon la personne qui lit la user story, voilà, il y en a qui vont regarder juste les critères d'acceptation, souvent les devs. Il y en a qui vont regarder juste les règles, souvent les métiers quand ils relisent. Voilà, un critère d'acceptation, c'est pas forcément hyper agréable à lire. Et je trouve que les deux se complètent bien. Donc moi j'aime bien énoncer les règles, au moins ça permet de clarifier. Ensuite, quand j'écris mes critères d'acceptation, je pars des règles, donc je m'assure de n'oublier aucune règle. Et à l'inverse, quand j'écris mes critères d'acceptation, je me dis ah mince, en fait là je suis dans un cas que j'ai pas décrit. Ça me permet d'ajouter des règles. Donc je trouve que les deux se complètent très bien. Une fois de plus, le but, c'est pas d'expliquer aux développeurs ce qu'il doit faire, exactement ce que vous attendiez, sinon vous vous privez de son génie. Et le but, c'est vraiment d'expliquer le quoi et le pourquoi. C'est votre rôle en tant que product owner. Vous connaissez vos clients, vous expliquez de quoi ils ont besoin et pourquoi. Et le développeur, son travail, c'est de faire une réponse technique à ce besoin. Donc les critères d'acceptation, ça aussi c'est un petit peu le nerf de la guerre. Je discutais avec certains d'entre vous hier qui me disaient oui non mais le format user story je pense que je le maîtrise bien, par contre c'est les critères d'acceptation. Pareil, on n'est jamais vraiment formé à le faire. Alors moi j'adore écrire les critères d'acceptation, j'adore les tests en fait, c'est bizarre, généralement les gens ils n'aiment pas les tests. Moi je trouve que c'est essentiel quand on est product owner de tester notre fonctionnalité et d'écrire ces critères d'acceptation. Ça permet, comme je disais, de se rendre compte à l'avance
en fait, que dans la vraie vie, quand on se met dans un vrai scénario, il manque une règle, ou en fait ce qu'on propose ne fonctionne pas, puisqu'on se met déjà dans la projection de la fonctionnalité développée. Donc je trouve que les critères d'acceptation sont vraiment essentiels. Alors pour les écrire, souvent on observe la structure, et moi je l'aime bien, la structure Gherkin, given, when, then. Donc une situation initiale, une action qui se produit, et un résultat attendu. Je vais vous donner un exemple. Ben voilà, un utilisateur qui crée une commande valide, c'est-à-dire qu'elle comporte au moins un produit qui est disponible. Il entre son numéro de carte de crédit valide lui aussi, dans le champ prévu à cet effet. Il clique sur « Payer » et en fait, voilà, il a payé. Donc il a un message de confirmation qui s'affiche. Votre commande a bien été prise en compte, etc. Si une user story a plus de 10 critères d'acceptation, ça peut être le signe qu'il faut la découper. Je vous disais, aujourd'hui, on va parler découpage. Le but, c'est de ne pas faire une user story qui soit trop grosse, une user story qui ne puisse pas être terminée dans les temps, ou qui fasse peur aux développeurs, ou que du coup on garde dans le backlog indéfiniment alors qu'elle pourrait, en étant redécoupée, apporter de la valeur tout de suite. Voilà toutes les raisons pour lesquelles il faut découper. Je vous donne un exemple de user story, juste pour clôturer le sujet sur voilà, qu'est-ce qu'une user story. Donc là, vous avez, en tant que réceptionniste, je veux voir les numéros de téléphone de mes clients, pouvoir rechercher un client par numéro de téléphone, afin de l'identifier plus rapidement, afin de gagner du temps. Donc là, pareil, une petite description, on explique en fait comment travaille un réceptionniste, donc réceptionniste d'hôtel. Voilà, le téléphone sonne, le numéro de téléphone est affiché sur le combiné, du temps où on avait encore des combinés. Je ne suis pas réceptionniste, mais j'imagine qu'ils en ont encore. Et puis, si la client au téléphone, il faut s'imaginer, s'il ne peut rechercher le client que par son nom, imaginons le client, il est en voiture, il dit « Ah, en fait, je vais être en retard, oui monsieur, donnez-moi votre nom », il l'épelle, plus de réseau, où j'entends mal, super compliqué en fait, où je dois lui faire répéter son nom, super compliqué en fait pour le réceptionniste de rechercher le client par nom, en fait c'est pas adapté. Alors que le numéro de téléphone, il s'affiche, donc ça lui permet de gagner du temps. Donc voilà, en fait là on explique aux développeurs, et nous-mêmes on se réexplique à nous-mêmes, pourquoi on fait cette fonctionnalité de recherche par numéro de téléphone. Donc on pourrait avoir une règle de gestion qui dit la ponctuation ne doit pas être prise en compte. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des bases de données de clients avec des numéros de téléphone. Alors selon qui a saisi le numéro de téléphone, vous avez des espaces, des points, des slash, tout attaché. Et là, après, selon le réceptionniste qui va rechercher le numéro de téléphone, une fois de plus, une autre manière, un autre style de rechercher le numéro de téléphone. Donc c'était important pour moi de mettre cette règle, de dire voilà, on ignore tout simplement la ponctuation, c'est-à-dire dans la fonction de recherche ou là où elle est tapée par le réceptionniste. Et puis préciser, ça c'est pareil, c'est une petite idée, c'est cadeau, quand on fait une fonction de recherche, est-ce qu'on est en mode contient ou est-ce qu'on est en mode commence par. Pour un numéro de téléphone, ça n'a pas de sens d'afficher des numéros de téléphone qui contiennent mon numéro de téléphone. Je ne vais jamais, moi, chercher un numéro de téléphone qui contient un certain numéro. Je vais le faire commencer par. Donc voilà, 06, 07, 08, ça ne m'intéresse pas de voir les numéros de téléphone qui contiennent 06, 07, 08. Là où, par exemple, pour une adresse ou un nom de famille, en revanche, voilà, je ne vais pas taper rue Simone de Beauvoir. Si je tape Simone, je voudrais bien qu'il y ait toutes les rues Simone de Beauvoir et même les chemins Simone de Beauvoir qui s'affichent, par exemple. Donc des critères d'acceptation. Alors, petit disclaimer, ce critère d'acceptation n'est pas parfait parce que j'ai voulu faire qu'une seule slide. Donc il vérifie en fait mes deux règles de gestion précédentes en une fois, ce qui pour moi n'est pas une bonne pratique. Je vous conseille de faire un critère d'acceptation par règle de gestion. Donc là, on a en fait une base de données avec des clients dont le numéro de téléphone c'est 06 78 98, etc. Donc on voit tout attaché, qui commence par 06 78 98. J'ai mon deuxième numéro de téléphone qui contient 06 78 98. Et le troisième qui commence également par 06 78 98, mais avec une ponctuation. Donc ce qu'on veut, c'est quand le réceptionniste recherche, il tape le numéro de téléphone 06 78 98, on le voit avec une ponctuation encore différente. Mon résultat attendu, c'est que mon premier et mon dernier numéro de téléphone s'affichent. Quand on n'a pas d'idée de critères d'acceptance, eh bien, de la même manière, bien penser à
si le numéro de téléphone que je saisis n'existe pas dans la base de données, qu'est-ce qui est censé se passer? Et donc, il ne faut pas oublier la règle aussi. Ben, peut-être un message qui dit aucun résultat, tout simplement. Mais si on ne le précise pas, le développeur voilà, ne le codera pas, en tout cas normalement. Personnellement, j'ai la chance de travailler avec des développeurs qui me challenge ou voilà, utilisent leur intelligence pour compléter mes manquements qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'une user story qui n'est pas bonne? Déjà, c'est une user story où il n'y a pas d'utilisateur, elle n'est pas pertinente. Moi, ça m'est arrivé, je travaillais pour un produit qui générait et mettait en forme de la donnée qui était envoyée à d'autres systèmes d'information. J'avais pas d'IHM, donc j'avais pas d'utilisateur. Mes utilisateurs les plus proches, c'était les utilisateurs des autres systèmes d'information, donc indirects. Est-ce que écrire une user story est pertinent dans ce cas-là? Non, pas forcément. Comme je le disais, rien ne nous oblige à écrire des user stories. Une user story qui a trop de comment et pas assez de quoi et de pourquoi, une fois de plus, le problème, si on fait ça, c'est qu'on se prive de l'intelligence du développeur, on se prive aussi de l'innovation et de l'intelligence collective. Moi, tout seul, je ne peux pas avoir la meilleure des idées. Par contre, ensuite, quand on discutera de cette user story en équipe, il y a des idées qui vont jaillir, et puis en fait, on saisira la meilleure. C'est une user story qui ne correspond pas à votre équipe. Alors moi, ça m'est arrivé l'année dernière, justement, les développeurs me disaient ton format de user story avec le titre en tant que je veux, afin de, l'essence même de la user story, ça ne nous convient pas en fait en titre du ticket. Parce que du coup c'est tronqué et on voit que le en tant que, et on voit pas, la fonctionnalité ne ressort pas bien. Bon ben c'est ok, faut pas être rigide. Du coup j'ai changé et en titre je mets vraiment l'essence de la fonctionnalité et ensuite dans le corps de ma user story je reprends bien mon titre et puis j'explique les règles. Voilà, on est là pour s'améliorer, faire de l'amélioration continue et pas appliquer une méthodologie bête et méchante. Le but c'est que ce soit utile. Et c'est une user story, alors ça je l'ai mis un petit peu pour rappel, qui respecte pas les 3C ou les critères invest. Ça me fait une petite transition pour vous les représenter, vous les connaissez probablement. Les 3C, donc de manière succincte, card, c'est pour dire que ma user story en fait elle doit être brève, donc son titre doit être bref, il doit être bien travaillé, pour tenir sur un post-it. C'est vrai que souvent nous agilistes on travaille avec des post-it. Elle doit faire l'objet d'une conversation. C'est pas quelque chose de descendant, vous n'avez pas le garant non plus de ce que vos utilisateurs veulent forcément. L'idée c'est d'en parler ensuite voilà, vos utilisateurs en disant voilà, j'ai écrit cette user story, est-ce que ça retranscrit bien votre besoin? Est-ce que ça correspond vraiment à vos attentes? En parler à votre équipe, peut-être qu'ils auront des idées, peut-être qu'ils auront des suggestions, peut-être qu'ils vont vous dire en fait là c'est un petit peu trop complexe, est-ce qu'on peut pas redécouper? Peut-être plus on parle de découpage. Donc voilà, l'idée c'est d'en parler avec aussi les UX, que le contenu en fait, de cette user story soit connu. Et enfin, la confirmation, donc ça c'est les tests. Beaucoup d'user stories n'ont pas de critères d'acceptation. C'est pas une bonne pratique parce que déjà pour le développeur, bon, il peut pas s'assurer qu'il a vraiment fait ce que vous aviez besoin qu'il fasse. Et ensuite, même pour vous, comme je disais, c'est essentiel de les écrire. Ça vous permet de vérifier que vos règles fonctionnent dans une projection de fonctionnalités développées. Et invest, donc en fait ça vient répéter un petit peu ce que les 3C disent, mais de manière un peu plus détaillée, en ajoutant par exemple le fait que la user story doit être indépendante. Alors selon les frameworks techniques, c'est plus ou moins possible. En fait, plus comme je le disais, on n'est pas rigide, mais on va essayer de faire un découpage qui permet cette indépendance. Parfois il y a des dépendances techniques, on ne peut pas toujours y échapper. Négociable, donc comme je le disais, c'est-à-dire que son périmètre doit pouvoir être discuté. L'équipe doit pouvoir vous dire en fait ça va pas tenir sur un sprint, ou est-ce que c'est ok si dans un premier temps on fait comme ça et dans un deuxième temps on vient complexifier, ce qui est tout à fait agile, donc on peut pas dire non à ce genre de proposition. De valeur, ça c'est votre rôle, on va pas faire une fonctionnalité qui n'apporte pas de valeur. La valeur après elle est multiple, elle n'est pas seulement pour vos utilisateurs directs, elle peut être pour votre entreprise, elle peut être technique. On pourrait faire aussi toute une conférence sur la valeur. Estimable, donc la valeur doit pouvoir être estimable, on doit pouvoir la mesurer, et l'effort également. Le but n'est pas de dire ça va prendre tant de temps de manière précise, mais juste est-ce que c'est une tâche qui va être, une user story qui va être difficile, qui va être 2 fois plus difficile que celle qu'on a vue juste avant, voilà, d'avoir un peu des ordres de grandeur. Suffisamment petite pour tenir sur un sprint.
Donc c'est là que le découpage est vraiment important. Et enfin, testable. Bon, j'ai pas mal parlé des critères d'acceptation, donc vous m'avez compris, je ne reviens pas dessus. Donc la petite transition vers l'objet de cette conférence, qui est de bien découper ses user stories. Donc, Olivier Lelanne a développé un outil que je trouve génial, qui est disponible gratuitement sur son site. C'est le split poker, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent ou qui ont déjà utilisé le split poker. Alors, je suis ravie de vous le faire partager. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites cartes, il y en a 12, donc c'est pas énorme, c'est un petit jeu, vous pouvez l'imprimer à la maison. Et vous pouvez du coup challenger vos équipes, si vous êtes chef de projet, vous avez des équipes de PO, voilà, leur proposer. Si vous êtes Scrum Master, proposez ça à votre Product Owner, et puis si vous êtes Product Owner, le proposez à vous-même. C'est toujours bien de se challenger. Donc comment ça marche? On en a plusieurs, donc je vais vous présenter celles que je trouve les plus intéressantes. Donc il y a celle-ci, le workflow. Donc là, je vous ai mis un exemple. En tant que client abonné d'un service, je cherche les créneaux disponibles afin de prendre rendez-vous. En fait, on peut découper la prise de rendez-vous sur une application en plusieurs étapes. En effet, si on réfléchit, on se dit je vais rechercher déjà l'endroit où je vais prendre rendez-vous. Je vais préciser les prestations que je souhaite réserver. Du coup, je vais voir ensuite les créneaux qui sont disponibles, date, heure. Et je vais laisser mes coordonnées, puis je vais prendre mon rendez-vous, enfin confirmer. Donc là, on voit, on a X étapes. Alors, je vous en ai mis 3 pour simplifier. Mais voilà, du coup, il pourrait y avoir une première étape où juste je choisis la prestation. Voilà, pour préciser ce que je veux faire. En fonction de la prestation, on pourrait imaginer il y a une durée en fait, de rendez-vous associée qui va venir modifier les créneaux disponibles. Donc dans un deuxième temps, je veux voir les créneaux disponibles afin de choisir la date à laquelle je viens. Et enfin, je laisse mes coordonnées afin de valider mon rendez-vous. Donc ça, c'est un premier exemple. Vous avez un deuxième exemple avec la variation des règles métiers. Il faut se poser la question, et ça, généralement, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a plusieurs lots de règles métiers dans ma user story? Et est-ce qu'on ne peut pas les regrouper en plusieurs plus petites user stories? Donc là, par exemple, je recherche un restaurant afin de réserver un dîner. On va avoir beaucoup de règles, parce qu'il y a plein de manières de rechercher un restaurant. Donc je vous ai mis au tableau, pareil, quelques exemples. Je recherche un restaurant par son nom. Je recherche un restaurant en me géolocalisant, par sa gamme de prix. Et après, on peut en imaginer plein d'autres. Les préférés autour de chez moi, dans mon arrondissement, en tapant une adresse, etc. Chacune de ces manières de rechercher un restaurant peut faire l'objet d'une user story. En tant que client, je règle l'effort principal. J'ai commencé direct sur l'exemple. Donc, l'effort principal et secondaire. On va en fait se poser la question, est-ce que je suis en train d'implémenter un nouveau module, une nouvelle infrastructure dans mon application? Et auquel cas, est-ce que je ne peux pas commencer avec quelque chose de simple? Je ne veux pas tout de suite tout faire. Par exemple, là, j'ai mis l'exemple du paiement en ligne, le paiement par carte, même plus précisément. Je ne veux pas commencer par gérer tous les types de cartes, mais voilà, il y a des statistiques qui disent que 56% des personnes ont une carte Visa. Et puis ensuite, la majorité des personnes ont une Mastercard. Et enfin, j'ai une infime proportion de gens qui ont une American Express. D'autant qu'American Express, le protocole est très compliqué. Et je vais venir répondre 80-20, loi de Pareto, à la plupart de mes utilisateurs, plus de 80% de mes utilisateurs, en venant mettre de l'effort sur ce qui est en plus simple et plus utilisé. Pardon, je reviens juste sur l'effort. Un petit décalage. Voilà, l'effort principal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de ne pas essuyer les plâtres sur quelque chose de trop gros. Je commence par un petit bout de mon protocole technique, et ça me permet de m'assurer que voilà, déjà je fais de la découverte de ce qui ne va pas. Je gagnerai du temps du coup sur les user stories suivantes, c'est aussi l'intérêt. Simple, complexe, pareil, en fait je vais venir, ça c'est vraiment l'essence même, je dirais, de l'agilité et du product owner, regarder si de manière très simple, je peux venir répondre à 80% de mon besoin. Donc là, par exemple, si je veux rechercher un vol, je vais le faire de manière très simple, d'une date précise à une date précise, d'une destination à une autre. Et puis je viendrai complexifier en disant sans escale.
à des dates flexibles, en incluant les aéroports à proximité. Mais dans ma V1, je pourrais juste rechercher un vol d'une date à une date, d'une destination à une destination. Et je réponds déjà à mon besoin. Vous avez aussi, donc c'est la variation des données. Donc ça, c'est pour les applications qui seraient disponibles dans plusieurs pays ou dans plusieurs langues. Ça marche aussi. Par exemple, en Belgique, c'est un seul pays, mais ils ont plusieurs langues. Là, moi, j'étais donc confrontée, je vous ai dit, j'ai travaillé pour un logiciel de gestion. Donc, en fait, on avait une partie comptabilité. Et du coup, dans cette partie comptabilité, il y a un plan comptable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le bonheur de déjà faire de la comptabilité. Donc voilà, on a un plan comptable français avec en fait des numéros de compte, des classes de compte qui sont associées à des classes de dépenses, d'achats, etc. Et en Italie, ils ont un peu le même principe, mais du coup, c'est pas les mêmes classes. Donc c'est dire, dans un premier temps, je viens implémenter le plan comptable en France, et puis dans un deuxième temps, je le ferai en Italie. Toujours dans cette logique de vouloir découper et de ne pas tout faire en même temps. Ça peut aller avec la stratégie commerciale aussi. Enfin, je vous encourage à travailler avec les équipes en interne, de dire, voilà, dans quel pays on va en premier et pourquoi. La variation d'interface, alors là, vous pouvez voir sur la petite carte, il y a un petit x2. En fait, c'est interprétable de deux manières différentes. Donc, je vais vous présenter oralement les deux. Au tableau, j'en ai mis qu'une. Il y a le côté variation d'interface simple, complexe. Par exemple, vous avez quelqu'un qui veut venir saisir une date. Dans un premier temps, je vais lui proposer un champ texte ou un champ date, même un petit peu typé. Voilà, la personne va venir saisir sa date. Et dans un deuxième temps, graphiquement, je vais venir complexifier en mettant un joli calendrier dans lequel je vais mettre un date picker, et puis la personne va venir juste cliquer sur le calendrier et ça va venir saisir sa date. Donc là, je suis vraiment dans le côté variation d'interface graphique. Ce qui est assez commun aussi, c'est de se poser la question d'interface utilisateur. Donc, est-ce qu'on vient consulter mon application, ma plateforme, en web, en mobile? Là aussi, du coup, je suis dans des variations d'interface. Et enfin, donc, le dernier exemple que je vous ai mis, c'est un exemple également que j'ai expérimenté là tout récemment. On devait développer un algorithme de calcul. Et donc, dans un premier temps, j'ai pas demandé de critères de performance. Mon but, c'était même, j'étais pas sûre qu'on arrive à développer cet algorithme de calcul. Donc, pour être transparente, aujourd'hui, il fait 17 secondes, l'algorithme, pour s'exécuter. C'est un peu long quand on est côté utilisateur, dit comme ça n'a pas l'air trop long, mais pour un utilisateur, ce sera trop long. C'est pas acceptable, mais ça nous a permis de vérifier que cet algorithme, on était en capacité de le développer, qu'il fonctionnait, que les résultats qu'il renvoyait sont bons. Et maintenant qu'on s'est assuré de ça, on va refaire une deuxième passe. On va venir mettre des critères de performance. Donc dire en moins de 3 secondes. Donc là, ils vont venir optimiser le code, optimiser l'algorithme, maintenant qu'on sait qu'il fonctionne. Voilà l'intérêt aussi de la performance en 2 temps. Je vous ai mis au tableau aussi les quelques cartes qu'il reste. Je vous ai parlé de CRUD tout à l'heure quand on parlait des fonctionnalités. Donc create, read, update, delete. J'en ai oublié un, read. Du coup, donc ça c'est pareil, je vous l'ai mis tout à l'heure à la maille fonctionnalité, ça fonctionne aussi pour une user story. En fait, on peut avoir vraiment tendance, quand on décrit une application, de penser écran. Ça c'est aussi un biais qu'on peut avoir. Si vous avez ce biais, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser et vous dire, ok, cet écran, on peut au moins déjà le consulter, le lire, le mettre à jour, le supprimer. Vous avez également le côté rôle utilisateur. Je disais dans la slide où je parlais là, des personas, en fait, une user story, elle peut correspondre à plusieurs personas. C'est ok, hein, vous pouvez aussi l'envoyer comme ça. Mais si vous avez besoin de découper, vous pouvez vous dire quelle est la spécificité de chacun de mes personas. Par exemple, pour l'un de mes clients, on a développé une plateforme de prise de rendez-vous. Selon si la personne qui prend rendez-vous, elle est abonnée au service ou pas, elle n'a pas les mêmes tarifs. Donc elle ne va pas voir les mêmes choses. On pourrait imaginer aussi, ce n'était pas le cas, mais qu'elle a des créneaux réservés. C'est un exemple. Le scénario happy, unhappy, alors moi j'aime mieux l'utiliser pour les critères d'acceptance, c'est-à-dire, ou pour mes règles de gestion. C'est me dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si toutes les bonnes conditions sont remplies? Si mon utilisateur, par exemple, il a rentré une carte de crédit valide, qui clique sur payer, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe si la carte de crédit qu'il a rentrée n'est pas valide?
ou si en fait dans son panier il n'y a rien. Voilà. L'idée c'est vraiment de se poser aussi cette question-là pour les critères d'acceptance. Et la variation de plateforme, donc ça peut se recouper légèrement avec la variation d'interface. La différence c'est aussi penser par exemple, je suis sur le web, mon navigateur, Chrome, Internet Explorer si on a qui l'utilise encore, Mozilla, je suis sur mobile, Android, iOS, voilà, se poser ces questions. Ça aide aussi pour les tests. Moi, je trouve que c'est très très important de tester vraiment sur toutes ces plateformes différentes et toutes les interfaces. Donc voilà, c'est vraiment un outil que je trouve génial, qui est disponible gratuitement. Donc merci Olivier Lelanne de l'avoir développé. Personnellement, je l'utilise énormément. Et vous pouvez vous en servir également pour challenger vos critères d'acceptance. J'ai volontairement gardé un petit peu de temps pour les questions. Je vous remercie de votre attention. J'affiche quand même la slide des partenaires avant de prendre les questions. Donc on les remercie de nous permettre d'avoir ce bel événement aujourd'hui et chaque année. Donc, les questions, j'ai gardé un petit peu de temps. Merci. Oui. Tout à l'heure, on parlait de ne pas forcément devoir faire une user story pour l'exemple. Mais en tant que producteur, on est quand même garant de la valeur. On travaille dans des environnements où maximiser la valeur, c'est vraiment très important, je pense, aux startups. Typiquement, tu parles de quel type de user story? Ce serait des fois on appelle des stories techniques, par exemple. Oui, par exemple, ça peut être des stories techniques, mais je donnais l'exemple sur un projet précédent où je travaillais sur un projet qui n'avait pas d'IHM, où on traitait de la donnée, on la mettait en forme et on l'envoyait à d'autres systèmes d'information. Alors honnêtement, au début, j'ai eu un peu du mal à me départir du format user story auquel je suis habituée. Donc j'écrivais en tant que système d'information, je veux cette donnée afin de... voilà. Mais à force, en fait, des fois c'était pertinent et des fois ça ne l'était pas. Au final, on mettait juste voilà, un titre simple. Ça ne nous empêchait pas, dans la description, d'expliquer pourquoi on le fait, quel intérêt ça a, et de s'assurer que ça a de la valeur, pourquoi c'est demandé, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ce système d'information fait, pourquoi il a besoin de cette donnée, à quelle fin elle va être utilisée. Mais j'avais pas vraiment d'utilisateurs, dans le sens où mes interlocuteurs c'était des métiers, des utilisateurs de ces autres systèmes d'information, mais c'était pas mes utilisateurs directs. Donc je trouvais qu'à force ça n'avait plus de sens de faire comme si ils étaient des vraies personnes alors que c'était pas des vraies personnes, c'était indirectement des personnes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ok. Oui. Moi j'ai une question. Dans votre équipe, il y a quel type de métier dans la dev team sous-entendu? Est-ce qu'il y a des UX ou des fonctionnels? Est-ce que du coup la phase de conception du historique elle compte dans la vélocité de la réalisation? Alors c'est un petit peu particulier. En fait, je travaille en centre de service, donc on réalise des projets au forfait pour des clients différents, un peu comme une agence. Donc dans ma team, il y a effectivement une UX, sinon c'est des développeurs, mais après il y a du back-end, front-end. Il y a une personne qui fait des user stories, on est plusieurs PO / chef de projet, donc c'est un petit peu particulier. Et nous, on va facturer au forfait notre temps. Donc en fait, quand on a un projet qui nous est soumis, on estime le temps que prendra la rédaction de la user story, et c'est ce qu'on va facturer. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En revanche, ensuite, quand on estime la user story qu'on va mettre dans le sprint, elle est déjà rédigée, donc non, je n'inclus pas la difficulté à rédiger cette user story. Et je parle bien de difficulté et pas de temps, parce qu'on n'estime pas en temps pour le sprint. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est juste du coup savoir ce que fait l'UX dans l'équipe et à quel moment. Alors du coup, nous, ça va être plutôt en phase amont pour décrocher l'offre, puisque voilà, on a un enjeu commercial de vendre à des clients. Donc on va leur faire des premières maquettes pour donner envie de ce que pourrait être l'application qu'on imagine. Et après, dans un deuxième temps, là, on est en train de développer par exemple une application en même temps que les user stories en parallèle. Donc je travaille beaucoup avec l'UX. Et la personne, elle fait les maquettes qu'ensuite les développeurs viennent intégrer. Et après, ça dépend des projets. Des fois, ils n'ont pas vraiment de maquettes. Quand c'est vraiment des trucs nouveaux, ils ont des maquettes. Et parfois, c'est le client qui a son UX. Oui. Pour rebondir là-dessus, du coup, quand il y a des maquettes, quand il y a un UX qui a bossé dessus, est-ce que c'est pas un peu illusoire de mettre le besoin et pas la solution dans le titre, alors que la solution, finalement, elle est dans le détail de la carte? C'est une bonne question.
J'avoue que moi, ça me perturbe des fois quand il y a un UX, surtout un UX côté client. Alors j'essaye de regarder les maquettes une première fois, puis un peu de les oublier et de me concentrer sur le besoin. Par contre, dans le corps de ma user story, je viens mettre quand même en exemple la maquette. Pour moi, la maquette, elle doit être un exemple et pas forcément ce qui va être fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous travaillez avec des UX, mais ils font des trucs super beaux, hein, mais des fois, c'est un peu complexe dans un premier temps d'aller jusqu'à cette solution développée par l'UX. Ça n'empêche pas, dans un premier temps, de ne pas faire ce que l'UX a demandé pour délivrer de la valeur. Et dans un deuxième temps, d'aller plus loin et de faire le joli. Donc, oui et non, en fait. Oui, du coup, il y a vraiment la solution finale qui est affichée. Maintenant, non, c'est pas forcément ce qui va être fait dans un premier temps, lors du premier sprint. Donc, ça n'empêche pas de se concentrer sur pourquoi c'est là. Et moi, je vois l'UX plutôt comme un partenaire. Parce que son rôle aussi, c'est pas seulement de faire des maquettes qui sont jolies, c'est aussi d'aller à la rencontre des utilisateurs, de comprendre comment ils travaillent, et donc de proposer quelque chose d'utile pour la personne. Donc moi, je vais travailler aussi avec l'UX, lui dire voilà ce que j'ai compris de ce que la personne veut, de comment le client travaille, et on travaille ensemble sur une proposition plus qu'une solution. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans la continuité, vous avez parlé du quoi, pourquoi, comment. Et justement, à quel moment vous dites, dans le comment on va trop loin? Vous avez parlé de laisser une marge de manœuvre, notamment à l'équipe dev. Comment vous dites là, on va trop loin dans le comment? C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'expliquer des idées que j'ai de comment. Après, moi, comme je vous disais, je suis pas technique, donc déjà, je vais pas aller coder à leur place ou leur dire ouais, il faut coder comme ça, en tel langage. Aucun risque. Donc déjà, c'est confortable pour moi. En revanche, ça m'empêche pas de faire des propositions, de dire voilà comment ça pourrait être fait. Mais tout est dans la subtilité du mot. C'est une proposition et c'est pas une consigne. Donc je veux dire, en fait, je vais me mettre au même niveau que la dev team, on fait partie de la Scrum team, on est tous ensemble quand je présente une user story. Voilà comment je l'imagine. Et en fait, c'est une discussion. Donc derrière, ils vont dire moi, en fait, je l'imagine comme ça. Je m'en remets tout de suite à leur expertise si je me rends compte que ça correspond aux besoins. Oui. Oui, c'est toi. Juste revenir sur le titre. Vous disiez au début qu'éventuellement, ça doit tenir sur un post-it, mais je trouve le en tant que je veux afin de, moi, ça ne tiendra jamais sur un post-it. Juste ces mots. Faut écrire petit. On est d'accord que ça peut être très long pour un titre. Oui, après, en vérité, un post-it, c'est quand même déjà pas non plus si petit que ça, à moins qu'on écrive vraiment très gros, sur 3 lignes, en tant que l'utilisateur, je veux le besoin afin de. Normalement, ça tient. Après, c'est des conseils pour se dire, ma user story, elle est bonne. Ça m'est arrivé d'avoir des titres longs. Déjà, si le nom du persona, c'est, comme tout à l'heure, acheteur de boutique en ligne, dans l'idée, les personas, et nous c'est ce qu'on faisait à un moment donné, on leur avait même donné des prénoms, il y avait des fiches qui étaient affichées dans le bureau. C'est Georges le garagiste. Du coup, en tant que Georges, et à la fin on connaissait comme si c'était nos amis, nos utilisateurs, déjà ça raccourcit un petit peu. Et puis après, dans l'idée, t'es pas obligé de remettre le en tant que, tu peux mettre juste le persona, la fonctionnalité, et puis, vu que la sémantique est toujours la même. Ouais, je crois que là d'abord, non, là, oui, du coup là. Alors je reviens au sujet des US techniques, parce Ouais. que malheureusement on en rencontre. On en a, bien sûr. Et comment on fait dans ce cas-là pour valoriser le côté business et comment on fait pour faire des démos qui intéressent le business? Ouais, ça, alors quand j'avais pas d'IHM, c'est clair que je peux te dire que j'étais vraiment en mode bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer? On montrait le code en fait, parce que du coup on n'avait pas d'IHM. Alors on avait un format base de données qui était sympa, qui était en base graph, donc pour le coup ça c'était un petit peu visuel, et on montrait dans Kibana, les données comment elles ressortaient. Il y avait le métier qui venait, et sinon les utilisateurs des autres SI qui venaient quand ça les concernait, mais pas tout le temps. Ça c'est un peu démotivant, j'avoue. Et après, le côté spécification technique, oui, ça a une valeur business, parce que c'est la dette technique derrière, sinon, qui est en jeu. Et la dette technique, il faut bien que tout le monde comprenne que c'est pas que le problème des développeurs, c'est le problème de mon produit derrière. Donc ça, c'est de l'éducation, ça s'explique, avec l'aide du Scrum Master aussi, un petit peu d'évangélisation. Dans une équipe qui fait que du technique, c'est extrêmement compliqué de valoriser le travail de cette équipe. C'est vrai. J'ai été dans la même situation que toi, et j'ai pas vraiment de solution miracle.
on faisait comme on pouvait, on demandait aussi au métier comment on peut rendre la démo intéressante. On faisait des petits quiz à la fin sur Klaxoon, essayer de faire gagner des bonbons. Non, mais sans rire, après, le but, c'est vraiment, in fine, ce qu'on fait finira par produire de la valeur métier. Donc, ben, voilà, essayer de le démontrer. Et c'est terminé. Oui, bah, une dernière question. Sur le surdécoupage. Ouais, trop découpé, c'est... Avoir des US de quelques minutes, est-ce que tu as des retours là-dessus ou des méthodes? Ouais, moi ça m'arrive. Enfin, en fait, c'est ok. C'est comme je dis toujours, c'est un work in progress. Ça m'arrive d'avoir trop découpé et quand je présente à l'équipe, ils me disent ah mais en fait ça va être fait avec celle-là. Bon bah soit je la retire et c'est vrai que je les copie-colle dans l'autre, soit je la mets et elle passera tout de suite en result. Et la fois d'après, je découperai un petit peu moins. Ça m'arrive aussi sinon juste si je la mets pas dans le sprint, bah en fait je retravaille constamment mon découpage. Soit je me rends compte au début, j'écris une grosse user story, après je me dis ah mince comment je peux la découper. Ou en fait, en présentant, je me rends compte qu'elle est trop découpée, bah voilà, je fusionne et en fait c'est ok. Bah, merci à tous, merci d'être venus. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.